Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Pénélope Bagieux. Il y a une tisane même pour vraiment les gens qui assument la vie de personnes âgées, quoi. Je vous le dis tout net, je suis fan de Pénélope Bagieux. Non, parce que moi je suis pas du genre hystérique et tout. Je suis fan d'elle depuis plus de 10 ans en fait, quand elle a lancé son blog au titre hilarant « Ma vie est tout à fait fascinante ». Je lisais tous les jours sa vie en dessin. C'était drôle, c'était malin, c'était féminin, ça faisait du bien. J'ai toujours suivi ce qu'elle faisait parce qu'elle fait les choses en étant à la limite du personnel et du politique. Et ça me parle, forcément. Tenez, par exemple, il y a 4 ans, elle a fait cette BD qui a circulé sur Internet pour dénoncer le chalutage en eau profonde pratiqué par les magasins Intermarché. En fait, elle donnait un coup de main à une association, Bloom, qui lutte pour la protection des océans et des fonds marins. Son dessin a eu un impact tellement fort que la pétition lancée par Bloom a explosé et qu'Intermarché a dû reculer. C'est puissant un dessin. C'est puissant le dessin de Pénélope Bagieux. Et puis là récemment il y a eu sa BD, Les Culottées. Je l'ai offerte à tout mon entourage pour Noël. Ce sont des vies de femmes qui ont changé l'histoire, sauf qu'on ne sait pas. Pénélope Bagieux raconte ça. Elle raconte leur vie, avec humour, avec justesse, et elle change l'histoire en faisant ça. Arrêtez, bordel de merde, les femmes écrivent de tout aussi. Quand je lui ai proposé de participer à l'émission, elle a hésité parce qu'elle aime pas trop parler de sa vie privée. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée. Alors elle est venue. Et je la remercie d'offrir sa parole limpide aux auditrices et auditeurs de La Poudre. Personne ne me juge. Avec Pénélope Bagieux, on a parlé d'école, du mot girly et de politiquement correct. Pénélope Bagieux, c'est drôle, parce que je vous connais pas. Je vous ai jamais rencontré en fait avant aujourd'hui. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une vieille copine. C'est, je pense, dû à votre blog, Ma vie tout à fait fascinante, que vous avez tenu assidûment entre 2007 et 2014. Et que comme toutes les filles qui ont 30 ans et des poussières, j'ai lu très assidûment aussi à l'époque. C'est aussi dû à Twitter, un autre endroit où vous et moi, on est très assidus. Vous y postez des blagues, des choses politiques et militantes aussi. Est-ce que cette image internet qu'on peut avoir de vous, vous ressemble ? Certainement, parce que je contrôle pas, surtout Twitter, c'est tellement de manière compulsive que... Oui, probablement. Peut-être même plus que mon blog. C'est vrai ? C'est quoi ? C'est le côté très spontané Un peu trop, c'est qu'il faudrait il faudrait qu'il y ait presque un petit alcotest sur Twitter avant de valider. C'est une bonne idée. Ouais. Moi, c'est un peu mon monologue intérieur, sauf que normalement, c'est pas fait pour sortir, donc je pense qu'il y a des choses... j'efface jamais mes tweets, mais parfois je pourrais, je pense. Alors, vous avez grandi à Paris, oui. Près de la gare de l'Est, oui. À une époque où il n'y avait pas Internet. C'est vrai. C'était comment de grandir là-bas ? C'était avant que ce soit cool. C'était vraiment pas cool du tout. Moi, j'habitais entre gare de l'Est et gare du Nord. Et après, c'est le quartier de mon enfance, donc je l'adore et je trouve que c'était super. Mais c'est assez différent de ce que c'est maintenant. Je pense qu'il n'y avait pas de café un peu cool et sympa. Et c'était très bruyant. Et du coup, je pense que j'ai toujours grandi dans des bruits et des klaxons et des gens qui s'insultent. Et voilà, c'est mon petit jus. Une enfance de Parisienne, ça donne quoi ? Ça donne que du coup, j'ai aucun sens critique par rapport à Paris. Et je me rends compte quand je parle avec des gens qui sont pas du tout parisiens et qui me disent « Parce que bon, tu te rends bien compte que Paris, c'est horrible ?» Je dis non, pas du tout. Et en fait, j'ai pas de sens critique. Je pense comme quelqu'un qui est amoureux ou comme une mère qui parle de ses enfants, quoi. C'est que j'arrive pas à trouver de défauts à Paris. Alors que je sais qu'il y en a, mais... Et il y a aussi la Corse, je crois, dans vos racines. J'ai lu quelque part que vous y allez souvent dans votre enfance. Ouais, en fait, mes 2 grands-mères sont corses. Donc, ah oui, ouais. C'est sacré. Ça rigole pas chez nous. Ouais. De vrai. Ouais, et de l'autre côté, on est basque. Ouh. Donc on rigole vraiment pas du tout. Depuis que je suis petite, je vais en vacances en Corse. Ma famille a une maison dans la montagne, donc dans les petites routes où tu vomis pour y aller. Tu sais, où tu fais de la route de montagne qui fait que des zigzags pendant 4 heures. Vomi aller, vomi retour. 2 jours sur place. Voilà.
Et aussi, et puis à la plage quand même, donc cool. Et ça apporte quoi à une personnalité, à une éducation d'avoir des racines corses? À part le matriarcat, tu veux dire. Mais c'est pas mal ça déjà comme élément. Ouais, ça c'est vraiment un des mots que j'ai entendu le plus dans ma vie depuis que je suis petite. Le mot matriarcat. Ah ouais, de t'expliquer que bah oui, mais c'est comme ça, c'est un matriarcat. Après, je mettrais quand même un bémol là-dessus parce que dans ma famille, j'ai toujours entendu les femmes se vanter de ça et dire, tu sais, en fait, en coulisses, c'est les bonnes femmes qui décident. Mais je trouve que dans les faits, c'est pas tellement vrai parce que elles décident de peut-être des grandes lignes, mais je trouve que quand même elles se font méga comment dire, dressées quand même, tu vois. Ça reste en coulisses en fait, c'est ça? ça Reste quand même des Méditerranéens quoi. Donc elles ont beau dire c'est nous qui décidons de tout, c'est pas flagrant quoi. Tu vois, moi j'ai quand même toujours vu ma grand-mère s'entendre dire par mon grand-père que c'était dégueulasse, c'était trop froid et qu'elle reste dans la cuisine quoi. Donc c'est pas non plus, c'est pas un vrai. Je pense que c'est une bonne base, mais c'est pas un vrai modèle de libération de la femme non plus. Mais c'est un truc qu'on t'a dit petite. Chez nous c'est les femmes qui décident. Ouais. Plus ou moins sur le ton de la rigolade, tu vois, mais même mon père le disait, enfin ça, c'est les Corses, c'est les mères qui décident. Mais justement, je trouve que c'est trop facile parce que c'est tellement un folklore que c'est bien pratique pour masquer le fait qu'en fait c'est pas du tout les femmes qui décident, tu vois, ça a bon dos le matriarcat, je trouve. Comment ils te parlaient tes parents quand t'étais petite? Quel type d'éducation t'as reçu? Écoute, moi ma mère a décidé hyper tôt que j'étais une artiste et que du coup il fallait pas du tout me contrarier sur des trucs qui étaient des choses du quotidien, notamment l'ordre. Ce qui fait que j'ai vraiment un problème de rangement aujourd'hui encore. C'est que c'était non mais là c'est une artiste, elle peut pas ranger sa chambre, c'est pas possible, elle a besoin du chaos. Et du coup en fait si ça s'apprend pas enfant, ça s'apprend jamais. Et c'est vraiment compliqué de vivre avec moi pour cette raison parce que en fait je suis vraiment rassurée par le bordel quoi. Mon bureau, j'ai besoin que immédiatement un nouveau bureau, je me l'approprie en mettant des strates de trucs et je lutte pas du tout. Je me dis pas allez je range mon bureau. Tu vois, je me dis bah non c'est ma petite mousse, c'est mon lichen, tu vois, qui s'est installé partout. Et ça, je pense que c'est un peu mon éducation. À partir de quel faisceau d'indices tes parents ou ta maman ont décidé que t'étais artiste quand t'étais petite? Tout. Ça s'est basé sur quoi? Alors, je le disais, c'est-à-dire je disais que quand je serais grande, mon métier, ce serait que je me mettrais dans la rue avec une table et que je vendrais mes dessins aux gens. C'était une ce qui est plus ou moins ce que je fais, tu sais, finalement. Donc voilà, et je pense. Et aussi, ma mère, elle adorait dessiner, elle jouait du piano et tout ça, et je pense qu'elle avait une petite frustration de pas avoir poussé ça ou pas avoir été poussée là-dedans. Et donc, à mon avis, quand elle a vu poindre, tu vois, une trace de ça, elle s'est dit génial. Donc elle a foncé dans la brèche et tout ça, et j'ai dit en premier que ça m'avait poussée à devenir bordélique, mais c'est aussi ce qui m'a poussée à faire ce que je fais aujourd'hui complètement, parce que quand j'étais ado et que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, pour ma mère c'était insupportable de m'entendre dire ça. Elle disait par exemple tu as dessiné, et je disais oh non tu sais c'est pas un métier, je vais pas faire ça. Et c'est vraiment ma mère qui m'a ultra poussée à me bouger le cul et à faire vraiment ça sérieusement. Et elle m'a dit parce que tu sais quand t'es ado, enfin de la même génération, on a quand même le mot-clé qu'on entend 50 fois par jour depuis qu'on a 10 ans, c'est le chômage. Oui. Et te dire oh là là c'est bouché, oh là là tu sais fais un truc sécure et tout ça, l'école, tout le monde te dit ça. J'étais allée voir la conseillère d'orientation pour lui dire mais je sais pas, moi j'aime bien dessiner. Et elle m'avait dit ah oui ça c'est dans autre. Donc regardez, c'est la brochure où il y a l'hôtellerie et je crois qu'il y a aussi les professions un petit peu comme ça, un petit peu bohème. Et je disais ok super, un vrai projet de vie. Et en fait du coup j'avais dit bon je vais me trouver un boulot qui me laisse le temps de dessiner. C'était quand même mon ambition max, tu vois, c'était de me dire et donc j'étais partie pour devenir prof d'anglais en me disant comme ça c'est cool, le soir je dessinerai, ce sera trop bien et je ferai des BD dans ma chambre et tout. Et du coup, ma mère, qui devait facepalmer intérieurement devant autant d'ambition chez ses enfants, m'avait dit ou alors tu te bouges un peu le cul et puis t'essayes de faire de ça ton métier, tu vois. Et en fait, elle m'a traînée aux portes ouvertes des écoles en me disant regarde, c'est des gens qui font comme toi, des écoles d'art, je veux dire. Regarde, tu pourrais faire ça, ce serait cool. Je disais ouais, mais il y a un concours, c'est dur. Elle me secouait, tu vois, elle me disait bon mais vraiment. Et en fait elle m'avait dit un truc vachement bien, c'était elle m'a dit bon là t'as 15-16 ans et tout donc tu te rends pas compte, mais en fait ton métier tu vas le faire vraiment très 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 longtemps. Et du coup c'est vraiment un mauvais calcul de commencer tout de suite en faisant un métier que t'aimes moyennement et en disant j'aurai du temps libre, tu vois. Elle m'a dit ah non tu sais ça vraiment c'est pas un bon calcul de vie parce que ça va être vraiment difficile ta vie si tu détestes ton métier, donc il vaut mieux que tu réfléchisses bien maintenant et que tu essayes de faire tout de suite un truc qui te plaît, quoi. Très bon conseil. Elle faisait quel métier, elle? C'est journaliste. Elle est journaliste. Ouais. Elle aimait son métier, par exemple.
Et elle m'a dit, tu sais, c'est long, hein, sinon. C'est vraiment long, les journées sont longues. Quand tu y vas en te disant, elle est plus que 3 jours et c'est le week-end. Ce qui arrive quand même complètement dans mon métier en plus, hein. Mais je pense beaucoup moins que si j'étais prof d'anglais. C'est marrant parce que en faisant une sorte de psychanalyse de bazar, en glanant un peu ce que je trouvais sur internet à votre sujet, je me disais elle a vraiment le profil de la bonne élève, quoi. Elle a fait les arts déco, Sainte-Martins, elle décroche des contrats directs, elle lance son blog, le truc cartonne, c'est du typique première de la classe, super studieuse. Et en fait non. Échec scolaire du début à la fin. Ouais. C'est ça. Ah ouais, non, catastrophe. L'école, c'est vraiment que des souvenirs de souffrance. Pour moi, c'est horrible. Mais quand je te dis du début à la fin, c'est-à-dire je pense de la maternelle où j'arrivais à rater des tests en maternelle, il faut quand même le faire, quoi, jusqu'à mon diplôme des arts déco qui était horrible, où j'en ai pleuré pendant des jours. Enfin, non, moi vraiment l'école c'est une souffrance. Jusqu'à la fin de la scolarité, même le cursus supérieur, c'était pas une... Horrible. Alors attends, j'ai adoré mon école d'art, j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai appris, les gens que j'ai rencontrés, mais dès qu'il s'agissait de sanctionner ça par une note ou des résultats ou la moindre évaluation, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai eu la plus mauvaise note de toute ma promo à la fin des arts déco, quand même. Et un des membres de mon jury m'a conseillé de changer de voie. Mais qu'est-ce qui te convenait pas? On va se tutoyer du coup là, je crois. Ouais, pardon, j'arrête pas de tutoyer. C'est super, moi je préfère. Allez, assumons le tu. On est jeunes, merde. Qu'est-ce qui te convenait pas dans le système? C'était mais moi, il me la notation. Mais non, mais j'aimerais bien dire j'étais un mouton noir. Non, moi j'avais hyper envie d'être une bonne élève. C'est vraiment le système scolaire qui m'aimait pas moi. Hein. J'étais pas genre cool et rebelle et j'emmerde les profs. J'avais vraiment envie de bien faire, mais juste, je sais pas, ça marchait pas. Je faisais de mon mieux et c'était jamais bien. Donc voilà. Et si, c'est pas vrai. Au lycée, ça me faisait vraiment chier. Je faisais des sciences éco. C'était quand même assez éloigné de ce qui m'intéressait dans la vie, quoi. Mais bon, je venais d'un milieu un peu pas très ouvert à ces choses-là, et l'idée c'était passe un bac général, comme ça après tu feras ce que tu veux, tu vois. C'était impensable de faire autre chose qu'un bac général. Et avec cette vieille légende de l'éco, ça sert à tout. J'aimerais bien qu'on me dise à quoi, par exemple, puisque je parle pas souvent de Keynes au quotidien, mais voilà. Donc j'ai fait ES. Est-ce que, en fait, j'ai vu une vidéo où tu donnes un cours de dessin. Et tu dessines toi, un truc un peu obscur, hein, j'ai beaucoup fouillé. Et tu dis dans la vidéo que tu t'es toujours dessinée comme ça, avec ta frange dans l'œil, ce grand sourire où on voit bien toutes tes dents. Comment tu te voyais quand tu te dessinais enfant? T'avais quelle image de toi? Je crois pas que je me dessinais enfant, vraiment. Tu dis dans la vidéo, depuis que je suis petite, je me dessine comme ça. Je sais pas comment c'est difficile d'avoir un regard extérieur là-dessus. Je pense que, je sais pas, j'ai les trucs que j'ai toujours eu, c'est-à-dire que j'ai un grand nez, j'ai des grandes oreilles. Je sais pas. Comme je disais pas trop de BD, je pense que j'avais pas un dessin qui était très marqué par la BD. Donc je sais pas trop. En fait, c'est une façon un peu détournée de te demander quelle perception t'avais de toi, quelle petite fille t'étais, ou tu avais l'impression d'être. Ça, je sais pas trop. Je pense que. En fait, je sais pas si c'est parce que je vieillis et que c'est de plus en plus loin, mais je m'agrippe, j'ai de plus en plus de mal à garder des souvenirs de quand j'étais petite. Ça glisse de plus en plus. J'arrive à revoir des lieux, à revoir les gens, mais j'arrive plus du tout à me resituer au milieu de ça. Écoute, je me souviens que j'étais assez seule, parce que moi, ma sœur a 6 ans de plus que moi, et on a toujours eu, du coup, 6 ans d'écart. C'est l'écart qui fait qu'il y en a toujours une qui a l'âge de pas s'entendre avec sa sœur. C'est que c'est vraiment, quand j'étais vraiment toute petite, bon, j'étais un bébé. Après, quand j'étais en âge d'avoir envie de jouer avec ma grande sœur, c'était une ado, donc elle n'avait rien à carrer. Après, c'était à mon tour d'être une ado, donc elle, c'était déjà une jeune adulte qui levait les yeux au ciel parce que je l'énervais. Et en fait, il a vraiment fallu attendre qu'on soit des jeunes adultes toutes les deux pour qu'en fait, on s'entende hyper bien. Et du coup, quand j'étais petite, ça me désespérait. J'avais vraiment envie que ma sœur joue avec moi. Et mes parents bossaient tous les deux, donc... Et un souvenir de dessin que j'ai, c'est pas que je me suis dessinée moi, mais c'est que je me suis quand même beaucoup dessiné des frères et sœurs. Échelle 1, que je collais sur mes murs et qui avaient des noms et à qui je parlais. J'ai repensé à ça le jour, je me suis dit, mais attends, et ma mère m'a ressorti ça en rigolant, elle me fait, regarde, tu te rends compte, tu te dessines des frères et sœurs, c'est quand même la misère. Je dis, ah ouais, c'est vraiment la misère. Ah oui, tu disais grandeur nature, échelle 1. Bah ouais, comme moi, tu sais, j'avais 6 ans, donc c'est des dessins qui faisaient peut-être 3 feuilles A4 collées ensemble, et j'ai collé, ils avaient chacun un petit caractère, tu vois, c'était Alice, colérique, mais aime beaucoup les bonbons, et c'était mes frères et sœurs que je collais dans les murs de ma chambre, quoi. Donc voilà, c'est un peu le genre de souvenir que j'ai. Mais bon, je dessinais, c'est bien déjà.
Tu penses que t'es devenue femme ou que t'es née femme? Mais on n'est pas femme, je le deviens. Qui dit ça? Je sais plus, mais c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas. Non, et en plus, je suis passée par une très longue phase garçon manqué, même si j'ai horreur de cette expression. Et puis une phase qui est un peu automatique, je pense, chez plein de filles, qui est la phase je déteste les filles. Donc, heureusement, on finit toutes par se sortir, ou alors c'est très inquiétant. C'est ma petite théorie perso. Si passé 20 ans, t'aimes toujours pas les filles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, quand j'étais ado, je traînais qu'avec des mecs et je faisais du jeu de rôle. Du jeu de rôle? Ouais, j'ai fait du jeu de rôle toute mon adolescence. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu un peu gothique là? Ouais, complètement. Ouais. Ne me lance pas sur ce sujet. Et différents jeux de cartes que je ne nommerai pas vraiment. Et en fait, c'était mon petit crew, tu vois. Je me retrouvais bien avec ces gens-là, je pense. Et puis, alors, par des hasards géographiques, je me suis retrouvée à l'école dans un milieu qui n'était pas vraiment le mien et dans lequel je ne m'adaptais pas forcément très bien. J'avais de toute façon un truc de ça sert à rien d'essayer d'être une cool kid. Je vais plutôt choisir mon camp avec les gens qui ne sont clairement pas des cool kids. Et donc, mes super potes, c'était vraiment... si on était dans une comédie de teenagers américains, vraiment, j'étais avec les gros nerds, avec les lunettes, où on leur pousse la tête dans leur déjeuner à midi. Voilà, c'était mes copains. Et donc, c'était une façon, par rapport à la féminité, par rapport au fait de devenir femme, c'était une façon quoi, de le rejeter, de le refuser? Non, c'était une façon, je pense, de faire traîner le moment où on est un peu indéfini et c'est pas grave. Je pense que... Mais c'était vraiment une époque où j'étais pas du tout attirée par les trucs vraiment fille-fille. Tu vois, j'avais pas du tout... je pense que la première fois que je me suis maquillée, c'était peut-être l'année avant mon bac. Et c'était une catastrophe. Et puis parce que c'est pas non plus un truc que ma mère m'avait vraiment transmis, tu vois. J'avais plutôt grandi dans l'idée dont je suis revenue après, que... si tu faisais ça, c'est quand même que t'étais un peu superficielle et pourquoi faire ça alors qu'il y a tant de livres à lire, quoi. Donc, il m'a quand même fallu un peu un moment pour me dire, en fait, c'est ok de faire les deux. Mais du coup, l'adolescence, j'étais plutôt de l'autre côté de la barrière, quoi. Et maintenant, tu te sens vraiment femme? Oh, bah oui, quand même. Déjà, maintenant, je tique quand on dit que je suis une fille. Ça fait pas très longtemps. Le mot fille. Ouais. C'est marrant, ça me fait pareil. Ouais, ça fait pas très longtemps, je me suis dit, en fait, ça devient vraiment grotesque de dire, puis on est pareil, on est des filles, et je dis, alors moi je commence à être vraiment vieille pour être une fille. Et puis c'est un mot que je commence à trouver de plus en plus condescendant et qui m'énerve en fait. Et je trouve plus que ça fait ni vieille ni pompeux de dire femme en fait. Mais vraiment, il m'a fallu du temps. C'est un beau mot en fait, femme. Il faut le revendiquer aussi. Bah ouais, tu vois, avant je me disais, Julien Clerc et tout. Mais non, en fait, c'est vrai, il n'y a pas de raison. On dit pas un garçon pour parler d'un mec de 35 ans. Après, on a le mot pratique de meuf qui donne pas d'indice sur l'âge et qui est ni soutenu, ni trop... Mais en vrai, à choisir, je préfère quand même bien être une femme qu'une fille. Donc, tu as intégré, après ton bac, une école d'art très prestigieuse, l'École nationale des arts déco. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu te projetais à l'époque dans ta vie d'adulte? Tu rêvais de quoi? Je rêvais d'avoir un travail. Quand même, parce que ça a la peau dure, l'éducation de l'angoisse. Ce qui est quand même une drôle de façon d'aborder une école d'art qui est exactement un truc qui va pas te donner de travail. Vraiment, il faut le faire dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as un diplôme dont personne ne connaît le nom, et moi non plus, puisque je ne sais toujours pas comment s'appelle mon diplôme. C'est une école où quand même pendant... Maintenant 5 ans, mais à mon époque 4, on te dit non mais t'es là pour expérimenter, essaye le métal, la terre glaise, la peinture. Donc clairement on t'apprend pas un métier. Et moi je me souviens que c'est quand même un truc qui est resté hyper omniprésent et que plusieurs fois j'ai fait des interventions avec mes profs à leur dire du coup sinon au niveau du travail, je vais faire quoi comme métier après? J'étais hyper inquiète. Et en plus j'avais un prêt en cours que je devais commencer à rembourser. C'est un détail mais quand même qui fait une petite pression au quotidien. Et je devais commencer à rembourser en sortant de l'école. Donc il fallait quand même que je trouve du boulot. Et en fait, je me souviens que dans mes fantasmes fous, parfois, je passais dans la rue et je voyais, tu vois, des tout petits apparts qu'on voyait par la fenêtre. Et ça avait l'air d'être sympa et un peu chaleureux. Et je me disais, mais déjà, en fait, ce serait super si, j'imagine quand je serais grande, si j'avais, tu vois, je pouvais genre payer mon loyer. Et que, tu vois, j'étais dans une rue un peu sympa comme ça. Puis, voilà, je pouvais faire mes courses et tout, ce serait cool. Et voilà, je rêvais quand même très très haut, quoi. Je me disais, ce serait trop cool si j'arrivais à payer mon loyer. Ouais, mais c'est fou d'avoir cette angoisse pour des choses aussi matérielles à 20 ans, de se demander à ce point comment on va... Ouais. Enfin, c'était pas une angoisse, c'est que je me disais, c'est cool parce que je pense que c'est envisageable, c'est à portée de main, quoi. Mais c'était
c'était déjà super de me dire ce serait cool si je pouvais vivre. Mais c'est vraiment difficile quand on dessine depuis toujours de conceptualiser le fait qu'un jour on va te payer pour ça. C'est-à-dire que ton syndrome de l'imposteur ne s'arrête jamais toute ta vie. Parce que tu dis, mais on est d'accord que c'est un truc que je fais sans effort, en fait. Pourquoi les gens me donnent de l'argent pour ça ? Et du coup, c'est aussi pour ça qu'en général, les artistes savent pas négocier, savent pas parler d'argent. C'est que c'est quand même vachement dur de te dire, non, mais c'est juste ça qu'on veut. On veut que je dessine. Faut pas qu'en plus, je porte des choses lourdes. Ou que, tu vois. Ça a l'air bien. Ouais, c'est cool. Et puis surtout, quand même, quand t'es étudiant, en même temps, tu fais plein de boulot. Pas du tout épanouissant artistiquement. J'allais y venir. Parce qu'on a un point commun, j'ai découvert que tu avais été hôtesse d'accueil, qui est quand même le job des meufs qui en veulent quand on est étudiante. Non mais moi je les ai tous fait, hein. J'ai été serveuse, j'ai tout fait. J'ai été cantinière, qui reste quand même qui reste très haut dans la liste de les boulots les plus... Mais ça forme ce genre d'expérience, non ? Ça apprend des choses sur la vie ? Bah alors, pareil, moi ça m'a appris à découvrir des gens qui n'ont pas le choix et qui font ce métier-là, pas parce qu'ils sont étudiants mais parce que c'est leur vie. C'est-à-dire que je travaillais avec uniquement des femmes qui avaient entre 40 et 50 ans. Voilà. Donc ça apprend à bien fermer ta gueule. Vraiment. C'est que du coup, quand t'arrives et que tu fais oh là là, je sais pas comment vous faites, moi je peux plus. Hein. Et qu'elles te disent ah bah je sais pas, en fait, moi je fais ça depuis que j'ai 15 ans et mes enfants le font aussi. Donc voilà. Ah ben voilà, tu t'arrêtes un peu de... Moi je me souviens que quand j'étais à un moment caissière à la Samaritaine, moment vintage, puisque les plus jeunes n'ont pas connu, mais j'ai été caissière à la Samaritaine et je passais mes journées à me plaindre de tout, tu vois, avec mes copines caissières qui avaient l'âge de ma mère, et je leur disais mais j'ai tellement mal au dos, ah non mais j'en peux plus, ah non mais machin, et en fait c'était vraiment, quand j'y repense, c'était quel affront, tu vois. Et puis et un jour je m'étais embrouillée avec une de mes sous-chefs qui était vraiment une connasse, mais bon, parce qu'il y a aussi des connasses quand même. Et vraiment, ça m'avait hyper révoltée. Et je me souviens qu'il y avait le syndicat du coin, je sais plus lequel c'était, qui m'avait dit « Il paraît qu'on t'a mal parlé, tu sais, on peut te défendre et tout. » Et qui avait commencé à faire des tracts. Et j'avais une espèce d'épiphanie. Je me dis « Mais c'est merveilleux !» Et j'étais rentrée à la maison, je vais dire « Mère, tu sais, maman, c'est formidable. Parce qu'en fait, il y a des syndicats qui sont là pour défendre les travailleurs quand ils se font mal parler. Mais c'est génial !» Et donc voilà, c'était un peu Martine va à l'école de la vie, tu vois. Mais en fait, comme j'ai enchaîné, que j'en ai fait vraiment plein, alors c'est horrible de dire ça, mais ça m'a appris à déjà jamais me plaindre de mon travail de maintenant, jamais. Tu vois, même quand j'ai trop de boulot, quand c'est dur, quand je bosse avec des gens que je trouve un peu cons, tu vois, j'ai dans mon cœur ce petit souvenir de quand mon travail c'était ma force physique. Et je me dis non, en fait, on n'a pas du tout le droit de se plaindre. Parce que tu disais ta mère quand t'étais petite aussi, ou quand t'étais ado, genre. C'est qu'en fait c'est trop cool de faire ce que t'aimes. Donc, et puis et aussi ça te donne quand même. Enfin, je pense que sinon, si tu connais que des gens qui font des boulots comme le tien et que t'es pas passé toi-même par le fait de voir ce que c'est en vrai, enfin, j'entends des gens être capables de dire, enfin, ça va, derrière sa caisse toute la journée, c'est pas non plus difficile, quoi. Et vraiment, t'as envie de leur dire, mais ferme ta gueule. Mais vraiment, tu sais, les gens te parlent tous mal, ils te regardent pas dans les yeux quand ils te parlent, t'as le dos pété, t'es payé vraiment de la merde en plus. C'est vraiment pas des boulots, enfin. Il faut bien se mettre dans le crâne que la vie de beaucoup de gens est vraiment plus difficile que ce qu'on imagine, quoi. Ça fait un peu si, tu vois, de dire ça. Bah oui, mais en fait, on a tendance à vraiment oublier. C'est bien de le rappeler. Tu vois, de se dire, ah, moi j'ai vraiment un boulot horrible parce que j'ai un chef qui est hyper dur, quoi. Puis non, en fait, c'est pas ça un boulot horrible. Tu vois, un peu de décence, quoi. Les boulots difficiles, c'est pas parce que t'as des horaires de merde, quoi. Voilà. Et dans le genre école de la vie, en fait, dès que t'es diplômée, du coup, alors Léa, non, mais tu commences à bosser très vite dans le milieu de la pub. Tu vas voir toutes les marques, des grandes marques, t'as un agent et tu vends tes dessins en fait à des grandes marques. Alors j'ai vu un article assez vieux où tu te dis, en fait, c'est un milieu où il faut pas essayer de vendre une fille blonde si on veut une fille rousse. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite et il fallait une fille blonde. C'est aussi un milieu qui est très sexiste, quand même, la publicité. Est-ce que ça a aussi participé à ta vision du monde à me rendre aigrie? Sûrement. Je pense que cette partie de ma vie a beaucoup contribué à me rendre complètement aigrie. Oui. Et Aigrie. Aigrie, en tout cas, un peu ronchon, quoi. T'as assisté à quoi? C'est quoi qui t'a... Alors, il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte. J'étais bien payée pour dessiner. C'était très bien. C'était vraiment... et c'était la première fois que j'étais payée pour ce que je savais faire. Donc j'étais quand même émerveillée. Et jusqu'au bout, je continuais à l'être et à me dire, quand même, ça m'a pas pris beaucoup de temps, quoi. C'est quand même cool. Après, c'est juste que je me suis frottée à un milieu qui est pas toujours le milieu le plus intelligent, quoi. Voilà, c'est-à-dire que... Mais c'est un serpent qui se mord la queue, où les gens qui doivent décider de ce qu'on va mettre dans les pubs
ont envie de faire des choses intelligentes, mais partent du principe que c'est pas ce que les gens attendent, et donc disent ouais, mais c'est ça les gens, non, mais fais de la merde plutôt. Et les gens qui regardent la pub disent bah c'est de la merde, et on leur dit ouais, mais tu sais la pub c'est comme ça, c'est de la merde. Et en fait il y a une double non-attente mutuelle comme ça des gens qui produisent pour les gens qui consomment, qui font qu'on dit donc à aucun moment on remet ça en question, on fait juste ok, on fait juste que les filles elles savent pas lire une carte routière, elles savent pas faire un créneau. Puis ça les fait rigoler et on dit monsieur, quand madame prend votre carte pour les soldes, n'oublie pas, voilà. Et on dit mais on pourrait pas changer de blague en fait un peu, non? On va faire ça alors. Donc voilà, au bout d'un moment c'était un peu dur, mais en fait en parallèle j'ai commencé à faire de la BD qui a été une respiration très précieuse et qui a fait que j'ai réussi à tu vois trouver mon compte dans ça et à me dire au moins j'essaie de faire des belles images quand j'ai le pouvoir de refuser qu'on fasse un truc que je trouve nul, et je peux le dire, et en plus je peux me permettre de perdre un ou deux boulots comme ça, donc c'est pas grave. Donc ça m'est arrivé de plus en plus d'ailleurs vers la fin de dire non, ça je peux pas dire ça, c'est vraiment pas possible, parce que, et en plus de ça où tu interpelles les gens, tu dis mais toi ça te fait rire, hein, tu trouves ça marrant de faire ça? Je me suis pas posé la question. Je dis, mais pose-la toi, tu vois. Bonne idée, tiens, regarde. Pourquoi c'est si embêtant? Et sur la fin, je dis sur la fin comme si j'avais arrêté de travailler, je travaille toujours, mais vraiment maintenant ça m'est arrivé il y a moins de 2 ans de vraiment me battre avec des gens pour la couleur de la peau d'une fille sur une couverture de livre, et on est vraiment arrivé au point où j'ai dit alors je ferai pas la couve en fait, c'est-à-dire que maintenant c'est ça ou c'est rien, ou alors je veux entendre votre argument, je veux entendre que vous me disiez que c'est un problème qu'elle soit pas blanche, je veux vous l'entendre dire, assumez quoi. Mais non, c'est pas ça, mais c'est juste que pour la chromie du chien. Non. Est-ce que c'est un problème qu'elle soit pas blanche? Voilà. C'est-à-dire que il faut quand même que les gens se reconnaissent, donc il faut que les gens se reconnaissent, d'accord, c'est ça. Oui, parce que, et en l'occurrence de dire oui, mais c'est pas le sujet. Là, c'est pas le sujet. C'est pas un livre sur. Je suis sur quoi? C'est pas un livre sur ça, donc pourquoi est-ce qu'on mettrait. Voilà. Donc en fait, au bout d'un moment, c'était quand même un peu dur. Et au même moment, je crois donc vers 2007, ton histoire en public, c'est donc un blog que tu crées qui s'appelle Ma vie tout à fait fascinante. Alors à l'époque, dans les journaux, parce que moi j'écrivais dans les magazines, à chaque fois qu'on mettait le mot blog, il fallait mettre entre parenthèses un journal intime en ligne pour expliquer aux gens que c'était un blog qu'ils savaient pas en fait. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ce besoin d'intime? Oui, bien sûr, et de facilité, parce que du coup quand tu veux juste faire un truc 5 minutes par jour, c'est quand même sans avoir besoin de chercher un fil rouge, un petit système en fait c'est l'effort zéro. Tu postais une petite vignette en fait tous les jours, c'était ça. L'autobio un peu fictionnel, c'est la facilité à tous les niveaux, pour l'histoire, pour le dessin, pour tout, c'est parfait. Et ça cartonnait. T'as rencontré un public assez rapidement? J'ai rencontré un public, ah oui, ça c'est sûr. Un peu accidentellement, parce que c'est pas forcément parce qu'à la vieille garde des blogueurs comme moi, parce que c'était il y a 10 ans. Ouais. C'est pas, tu sais, c'était l'époque des skyblogs quand même, donc il y avait quand même un vrai côté honteux à faire ça. Ton petit côté jeu de rôle qui ressortait. Non mais surtout je me dis t'as pas passé l'âge d'avoir un skyblog, hein, franchement. Et je le cachais un peu, tu vois, au début, puis après je me suis dit non, en fait je le cache pas. J'ai pas à rougir de ce que je raconte, c'est pas plus nul que ce que raconte quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et puis après, on m'a proposé d'en faire un album. Ouais. Donc cette blague qui est allée trop loin, tu vois, mais qui du coup a fait que je me suis dit c'est vraiment trop cool de faire des livres. Mais sur un blog ou sur n'importe quel outil d'ailleurs, internet, il y a une interaction aussi très forte avec les gens qui te lisent. Qu'est-ce que tu crois que ton public, qui était je crois assez féminin quand même, trouvait dans tes dessins? Qu'est-ce qui les agrippait autant? Qu'est-ce qu'elle disait? Quand tu parles de toi en mettant pas trop de phare, tu parles forcément aux gens. Donc les gens se reconnaissent, ils disent mais c'est fou, mais moi c'est pareil. Voilà. C'est une ficelle assez grosse, hein, en fait. Mais d'ailleurs dans tout ce qu'on aime, dans tout ce qu'on aime comme personnage de livre, de film, c'est la projection, quoi. Donc te dire mais c'est fou, c'est exactement comme moi, c'est... T'avais du bien en fait de voir qu'il y a des gens... Ouais, voilà, je pense que c'était ça. Soi.
Et d'ailleurs, en parlant de personnages, il y a Joséphine qui arrive rapidement. Donc c'est l'héroïne des premiers albums que tu as publiés, à part celui qui était tiré de ton blog. Donc c'est une icône de la bande dessinée. Il y a eu 3 tomes de ses aventures. On en a vendu des milliers. Des milliards. Devenue très riche. Je crois que c'est des milliards. Ouais. Alors, elle jouait quel rôle dans ta vie? C'était quoi? C'était un double? C'était une copine? Non, c'était quand on m'avait demandé de la créer, parce que c'était une commande pour un magazine. Je m'étais dit, alors, attention, comme j'ai déjà un blog où je raconte moi, ce serait bien que je fasse un personnage qui est pas du tout moi, pour que je sois pas tentée de juste faire encore de l'autobio. Donc, je m'étais dit, je pourrais imaginer qu'elle a exactement la vie que j'ai pas du tout. Donc, elle bosserait dans un bureau, et elle aurait des machines à café et des collègues, voilà, qui étaient tous ces trucs que je fantasmais, donc que j'ai jamais vu de ma vie, en gros, et où je me disais, ce serait rigolo, et puis elle aurait des dossiers. Et elle aurait des collègues et une secrétaire et tout, et je trouvais ça trop drôle. C'est vraiment, je joue à la Barbie qui a un métier, qui a un vrai métier. Et puis elle aurait une famille vraiment de merde, avec une sœur qui serait vraiment pas sympa avec elle. Du coup ça ferait, en fait je me suis vraiment dit, c'est mon anti-moi. Du coup ce sera vraiment drôle. Et c'était une époque où j'étais archi maquée jusqu'au cou, et donc je me suis dit, et alors elle serait célibataire, elle galérerait avec les mecs, ce serait trop marrant. Donc c'était le maximum de fiction que je pouvais imaginer. Ce qui est quand même un peu limité, tu vois, mais je me disais, et voilà, du coup c'est trop marrant parce que c'est le contraire de moi. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dès que tu crées un personnage féminin, les gens sont persuadés que c'est toi. Et donc en interview, j'avais toujours, alors Joséphine, c'est un peu vous finalement. Et je disais, ah mais non, pas du tout. Ah mais non, c'est pas du tout moi, non. Et tu vois, ou des gens qui m'appelaient Joséphine, tu vois, qui disaient, pardon, Pénélope. Je dis, mais non, mais comment vous pouvez penser que c'est moi? C'est pas du tout moi. Et puis en fait, c'est un ressort un peu artificiel de dire que ce sera le contraire de moi, parce que ça s'essouffle vite, quoi. C'est-à-dire que dire elle va à la machine à café, elle a une sœur méchante, c'est quand même pas un pitch, donc au fur et à mesure, elle s'est quand même étoffée. Et puis après, comme souvent, quand tu tiens un personnage longtemps, il finit par exister tellement fort dans ta tête, c'est tellement une vraie personne dont tu connais toutes les réactions, qu'en fait, ça devient très facile de raconter ses aventures, parce que tu lui présentes une situation et il réagit quasiment tout seul. C'est que je me dis, ah ben non, pas du tout, Joséphine ne ferait jamais ça. Enfin, tu vois, c'était... Et d'ailleurs, c'est dingue de vivre avec quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Ouais. Et surtout, je devais faire une planche par semaine pendant 3 ans. Tous les lundis, je rendais une planche de Joséphine. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de ma vie. Tu vois, c'était. Et quand j'ai arrêté, parce que je trouvais que, parce que je sentais qu'un an de plus, ça allait vraiment devenir, que je ferais vraiment, que j'aurais du mal à faire autre chose. Je commençais à m'ennuyer. Je trouvais que 3 c'était un bon nombre, un bon chiffre. Et puis il y avait le film qui commençait à être en prod. Et je me suis dit, il faut que je ferme ce chapitre avant que ça devienne vraiment le truc de ma vie, quoi. Et du coup, j'ai arrêté. Et j'ai vraiment eu un membre fantôme pendant un petit moment, tu vois. C'est que j'avais une idée j'assistais à quelque chose, j'avais une idée d'anecdote. Et je me disais, ah bah c'est complètement pour Joséphine. Non, ça n'existe plus, Joséphine, j'ai plus, en fait. Et c'est ça, tu vois, ça a été longtemps mon vide-poche de mes idées d'histoire, de petites situations, de trucs que j'entendais. Et quand elle était plus là, j'avais plus cette petite fenêtre, tu vois. Et donc voilà, mais c'était pas grave. C'était pas triste? Non, pas du tout. Et je me disais, si ça se trouve, quand je serai une vieille dame, et ben je réécrirai une histoire de Joséphine qui sera une vieille dame. Tu vois, genre qu'est-ce qui a bien pu lui arriver 50 ans après? Qu'est-elle devenue? Elle habite avec une femme dans un ranch. Elle élève des animaux. Ah, j'adore. Ouais, c'est un bon destin pour elle. On parlait de Joséphine, mais en fait, le héros de ta première œuvre, c'était un mec. C'est un film d'animation qui s'appelle Film de rire. Je l'ai vu sur Vimeo, il est encore là. Ah bon? Ouais. Dis donc, normalement il n'y a plus. Bah, il était là, je l'ai vu. Oui. Et c'est un mec, un film d'auteur, enfin un auteur de film d'animation qui essaye de faire un film à succès. Et après j'ai un peu fouillé et puis je me suis rendu compte que dans Cadavre et Ski aussi, finalement le héros, d'ailleurs tu dis dans une interview, c'est aussi le mec, c'est un peu l'auteur qui vend plein de bouquins. Donc pourquoi des hommes en héros de tes premières fictions? Alors pour finir de rire. Je suis très déstabilisée que tu l'aies vu. Non, c'est vraiment comme les photos cachées, honteuses de l'adolescence. Je sais fouiller. Dans Fini de rire, c'était moi et il fallait que je le déguise. Et du coup, je me suis dit, si je fais un mec, personne ne se rendra compte que c'est moi. Habile. Et Thomas Rocher dans Cadavre Exquis, c'est moi déguisée aussi avec une barbe et des lunettes. Du coup, il a que mes mimiques de main. C'est terrible. Enfin, quelqu'un qui me connaît et qui lit Cadavre Exquis dit, mais le mec, c'est toi. C'est vraiment, il est pas du tout crédible, quoi. C'est vraiment une fille avec un masque de mec.
Je suis pas du tout Zoé l'héroïne, pas du tout. Et alors encore une fois, hyper drôle de voir la psychanalyse des critiques de livres qui font donc Zoé c'est vous, mais tellement pas. Donc voilà, c'est juste au début j'avais l'impression que pour que je fasse un, tu sais, c'est toujours pareil, les filles, on est tellement habitués à se projeter dans des héros hommes, parce que le masculin c'est le neutre, qu'on se dit, si je veux que mon personnage soit crédible et qu'on arrive à lui prêter tout un tas de qualités et de caractéristiques, il faut que ce soit un homme, parce que sinon ça va être la fille. Donc si j'en fais un homme, il pourra être égotique, carriériste, ambitieux, machin. Si c'est une fille, non, c'est bizarre. On va plutôt faire un mec. C'est la Schtroumpfette, c'est le fameux syndrome de la C'est Schtroumpfette. Exactement. La fille, c'est la fille. Elle peut pas tout faire. Déjà, elle est la fille, ok. Il y a le sportif, le rigolo, il y a la fille. Et du coup, le mec, il va pouvoir être celui qui génère l'humour et pas celui qui passe les plats où les blagues sont faites à ses dépens. C'est quand même compliqué de créer un personnage de comédie féminin en disant non mais c'est elle qui va être drôle, hein. On va pas juste se foutre de sa gueule, et ça va pas non plus être de l'humour de c'est un bureau de meufs et c'est toutes des garces entre elles, tu vois. C'est quand même ça l'est de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de modèles qui démocratisent ce truc-là, mais c'est difficile de se dire non, le personnage drôle ça va être la fille. Et moi j'ai des amis qui écrivent en comédie en équipe, qui disent c'est vraiment un truc à détricoter à chaque fois, de dire et là trop marrant telle situation, le mec dit ça, et où à chaque fois c'est te dire pourquoi ça pourrait pas être la fille en fait qui le dit. Oui c'est vrai, en fait oui ça pourrait être la fille. C'est dur de penser à faire que ce soit les filles qui soient drôles. D'ailleurs, ce qui est drôle parce que, donc t'as fait des mecs héros, et on a longtemps dit de ta bande dessinée qu'elle était, attention, mot atroce, The G-word. Girly. Ouais. The G-word. Ouais. C'est quoi ce mot et pourquoi on te l'a collé Alors, tout le temps? Maintenant avec le recul, maintenant je suis vieille, je pense vraiment que c'est un mot qui a été inventé par des hommes c'est sûr, mais qui est vraiment juste le mot le plus condescendant possible pour dire avec des femmes et avec une esthétique dite féminine. Et en fait, et à chaque fois en disant non mais je dis pas ça de manière péjorative, ça ne peut pas ne pas être péjoratif. Ça ne peut pas, c'est comme de dire non mais quand je dis que c'est de l'humour de beauf, tu sais c'est plutôt le côté sympa du beauf, mais non ça peut pas être sympa de dire ça. Déjà c'est le cloisonner à une moitié de la population, ce qui est quand même assez embêtant puisque ça se saurait s'il y avait une façon d'écrire comme une femme ou une façon de lire comme une femme. Voilà. Et donc c'est le mettre, c'est le tirer vers le bas dans un genre qui en plus peut être vraiment cool, parce que moi j'adore lire des histoires d'autobio de femmes, je trouve ça hyper cool, et encore plus quand il y a des détails de vraie vie et que c'est drôle et que c'est bien vu. On n'a pas à avoir honte de lire ça, et je trouve ça malheureux de dire oui c'est comme le truc avec tu sais le truc tout rose moche, c'est un truc de fille. Je dis mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un tel grand sac fourre-tout pour les histoires d'autobio masculines? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet équivalent-là? Et vraiment, ça a été... Et en plus, c'est aussi un très bon moyen d'essayer de diviser l'écriture féminine en donnant des bons points et des mauvais points, en disant non mais là c'est vraiment bien, tu vois, c'est pas un truc girly. Et donc t'as des femmes qui vont se défendre de ça en disant non mais moi je fais un truc mais c'est pas du tout girly. Je dis mais arrêtez avec ça, arrêtez d'avoir honte de ça. Si ça veut dire deux filles, tu sais en fait si c'est girly. Le problème c'est pas est-ce qu'on l'est ou pas, le problème c'est ce mot en fait qui... Donc, j'ai vraiment arrêté de me battre contre ça. Alors, on arrive tout de suite, en fait, sans transition, j'ai envie de dire, à cette histoire de BD qui est devenue le secteur professionnel réputé pour son sexisme. Ça a explosé l'année dernière avec le festival d'Angoulême, donc qui est quand même le plus gros festival de la bande dessinée en France, au monde, au monde même, ouais, que tout le grand public connaît. L'année dernière, 0 femmes dans la sélection. Donc il y a eu des coups de gueule dans les médias, notamment d'auteurs de bande dessinée, notamment de toi, notamment d'hommes. Oui, d'hommes aussi, exactement. Alors c'est quand même marrant parce qu'on aurait pu en citer plein d'autres, des milieux sexistes, je sais pas, la police, le droit, le journalisme, la police, la politique, la banque, l'aviation, la finance, la restauration, la programmation, la santé, la cinéma. Bon, je m'arrête. Mais est-ce que c'est vraiment très sexiste la BD comme milieu? C'est un sexisme hyper bon enfant et potache. Donc c'est peut-être vraiment pour ça qu'il est problématique. C'est que les gonzesses, faut rigoler. Ouais. Et en fait, je trouve que le problème du sexisme dans la BD, il est certainement le même que dans beaucoup de métiers dont tu parles. C'est plutôt un problème d'invisibilité.
c'est pas de dire on nous traite mal ou on nous fout des mains au cul. Non, on n'est pas dans la police justement, tu vois. On n'a pas des blagues sur alors t'as tes règles, tu vois, c'est pas ça. C'est plutôt de faire comme si on n'existait pas. Par exemple, de toujours avancer un chiffre qui sort de nulle part, qui sort vraiment d'un chapeau imaginaire qui est... Donc les femmes, vous êtes à peu près 10% dans la bande dessinée, et t'as vraiment envie de dire source, parce que vraiment c'est... Mais alors moi, de mes yeux, je t'assure que je vois bien qu'on est plus que ça, donc pourquoi toujours dire 10%? J'en suis sûre qu'on est plus. Et dans les lectrices, je suis sûre que c'est beaucoup plus aussi, et que... On dit oui, bon, peut-être un tiers. Je dis, déjà, c'est quand même pas la même chose. Et surtout... pourquoi la schtroumpfette, quoi? Pourquoi dire, là, on a fait un plateau BD, donc il y a de la BD d'aventure, de la BD un peu du western, de la BD d'auteur, puis on a invité une femme. Arrêtez, bordel de merde, les femmes écrivent de tout aussi, donc... Et l'an dernier, on avait organisé enfin pas moi, mais j'ai participé à un événement organisé par le collectif des créatrices de bande dessinée, qui s'était monté à l'appel à l'approche de ce festival, à cause d'une énième expo qui allait se monter sur la BD de filles. Et c'était la BD de trop. Donc, plusieurs femmes, dont Julie Marot, l'auteur du Bleu d'une couleur chaude, a dit « Allez, ça suffit, j'en peux plus, c'est la fois de trop. » Donc maintenant, on va toutes se mettre ensemble et on va dire « Arrêtez, s'il vous plaît, de faire ça. Arrêtez de vouloir nous résumer à « C'est fait par une fille. » Et il y a eu un événement organisé à Angoulême qui était génial. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Qui était qu'on a mis les gens dans le théâtre et on leur a projeté des planches de BD sans leur dire qui les avait faites. Et ils avaient des... Je sais plus s'ils avaient des petits cartons roses et bleus ou s'ils levaient la main, mais... Ils devaient dire instinctivement sans réfléchir, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. À votre avis, est-ce que ça a été fait par une femme ou un homme? Et comme ça. Et donc on leur dit celle-là, alors les gens votaient, etc. Et après, on reprenait les planches lentement et on leur demandait, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et les gens disaient, non, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait de la bagarre, un peu du dessin d'action, donc moi je me dis que c'est un homme. Là je vois que ça a l'air d'être plutôt intimiste, c'est un peu autobio, je me suis dit que c'était une fille. Ou alors des arguments encore plus, tirés par les cheveux, dire je sais pas, l'écriture est jolie, ça doit être une fille, Et donc en fait le twist c'était que c'était que des planches faites par des femmes. Et donc les gens étaient même celle de science-fiction, elle m'a dit non, c'est fou. Et voilà, c'était de dire est-ce qu'une bonne fois pour toutes on pourrait arrêter de dire avec énormément de condescendance. C'est vrai que c'est l'année où Angoulême aussi tous les médias ont interrogé le festival sur alors c'est vrai que vous êtes sexiste et que je pense vraiment couteau sous la gorge et un peu en panique. Les organisateurs ont eu cette phrase très malheureuse de dire on aimerait bien en mettre des femmes dans la liste, mais c'est pas notre faute, c'est aucune femme qui a marqué la BD. Mais personne ne relit tes communiqués de presse, comment ça se passe, c'est pas possible. Donc là c'était vraiment donc après ils ont changé la liste, finalement pas fait de liste, c'était vraiment la panique, quoi. Mais cette année ils ont mis la parité dans les jurys. C'est Posy Simmonds qui est présidente du jury, donc voilà. Comme quoi, faut gueuler. Comme quoi, quand on gueule, en fait, ça marche. C'est ça, on en revient toujours là. Alors, ce dont tu parles, donc, ça s'appelle le collectif BD Égalité. C'est encore en ligne. J'ai passé des heures à lire le texte, qui est vraiment magistral, la charte que vous avez publiée. Moi, j'avais fait plein de copier-coller, mais je vais pas tout lire. Mais il y a un passage que je trouve, tellement salvateur. Définir les goûts et aptitudes des gens selon leur sexe biologique ou leur genre est un préjugé qui ne repose sur aucune réalité. Les études neurobiologiques en neurobiologie et en psychologie expérimentale démontrent que le développement cognitif se fait de manière égale chez les deux sexes. C'est quand même bien de le rappeler, quoi. Oui. Je trouve ça fabuleux. Ouais. Et donc ça a changé les choses. Oui, alors un petit peu, et puis doucement, mais de toute façon les choses elles vont changer mécaniquement par l'arrivée de plus en plus importante de jeunes lectrices et autrices dans la BD. C'est que tu le vois en festival, tu vois que quand même il y a la plupart des femmes dans la BD, elles ont plutôt moins de 40 ans, mais il y en a vraiment beaucoup qui en ont moins de 30, et il y en a énormément qui en ont moins de 20, donc ça peut que, avancer dans le bon sens, et paraître absurde dans 20 ans, de dire qu'il y a eu besoin de ce genre de polémique, quoi. Je pense. J'espère. Après, ce qui est amusant, c'est que d'après les chiffres de l'an dernier, il y a des chiffres de la BD qui sont publiés chaque année, notamment pour tout ce qui est économique, pour qu'on voit à quel point c'est la misère. Et quand même, les femmes ont des avaloirs moindres sur leur contrat. Je dis, mais comment ça peut s'expliquer? C'est pas une histoire de oui, mais on sait pas si tu vas pas tomber enceinte. Non, c'est vraiment comment expliquer que cette injustice existe même dans les contrats d'auteur. Pourquoi les femmes sont payées moins? Voilà. Et alors au même moment, c'est une coïncidence totale, je crois, tu commences à faire le blog Les Culottés pour le journal Le Monde. Ce n'est pas du tout une coïncidence. Ah, mais c'est pas à cause du festival. Non, c'est-à-dire que j'avais proposé le projet au Monde fin novembre. Je leur en avais livré quelques-unes avant Noël.
Et on avait dit on commencera tranquillement en février. Et vous avez accéléré. Et ils m'ont dit ça t'embête si on le sort pile maintenant parce qu'il y a une grosse polémique autour du sexisme. Et comme ça nous on pourrait dire perché. Nous on a la BD de femmes qui parlent de femmes donc on n'est pas concernés. Et du coup par un opportunisme complètement assumé ils l'ont sorti. Mais c'est quand même un truc qui avait germé en toi avant que ce scandale éclate. Oui bien sûr. Oui. Alors on va revenir sur les culottés parce qu'en fait je peux en parler pendant des heures parce qu'en fait c'est mon livre de chevet. En merci. fait je l'offre à tout le monde. C'est salvateur que cette chose existe. Mais je voulais te demander à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais féministe. Comment tu t'es affirmée comme féministe? Eh ben c'est marrant, j'ai relu une interview que j'avais faite, alors c'est pas pour me la péter, mais pour un journal anglais, il y a des années, et où la journaliste, en fait quand j'y repense, elle c'était une féministe qui avait écrit des livres dessus, enfin, et je pense qu'elle était plus âgée que moi, et elle devait vraiment, tu vois, je me sens qu'elle essayait vraiment de me le faire dire, mais vraiment avec pédagogie, tu vois, elle essayait de me faire l'avouer. Et elle a dû se dire, c'est trop tôt. Elle est trop jeune. Parce qu'elle me disait, est-ce que pour autant tu te diras féministe? Et dans ce qu'elle a retranscrit de l'interview, elle dit, donc en gros, elle raconte que je suis féministe dans l'interview, et elle dit, même si elle n'est pas à l'aise avec le mot, elle juge qu'il souffre d'une mauvaise image. Et tu voyais qu'elle se disait vraiment, c'est une petite déception, genre, peut-être dans quelques années. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est avant de venir à bout de toutes les couches de malveillance qu'il y a autour de ce mot, pour finir par le voir dans ce qu'il est, de dire je voudrais l'égalité entre les hommes et les femmes. Ah bah ça veut dire que je suis féministe en fait. Et c'est dur de dire, tu t'en défends tellement pendant longtemps. Tu sais, on dit toujours c'est comme quand t'as pris la pilule rouge du féminisme, comme dans Matrix. Après c'est bon, tu peux plus jamais revenir en arrière. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vois est teinté de ça. Mais avant ça, tu luttes, tu vois, tu dis mais je suis pas vrai. Non, parce que moi je suis pas du genre hystérique et tout. C'est dur de se dire it's okay. C'est pas grave. Donc je pense que peut-être que c'est à force qu'on me pose la question et que je sente que c'était un peu une question piège, genre, mais pour autant est-ce que vous vous dites féministe, et à force de voir que c'était un mot qui était autant décrié, je pense que ça m'a mis la puce à l'oreille et que je me suis demandé pourquoi on avait aussi peur de ce mot, pourquoi est-ce qu'on le brandissait toujours comme un truc qui allait diviser les gens, comme la haine des hommes, et peut-être que c'est en réaction à ça que j'ai fini par me dire mais en fait si, complètement. Et c'est marrant, tu vois, par exemple pour les culottés, ça m'est arrivé encore là, que des journalistes, souvent des hommes quand même, me demandent ça comme si c'était genre la question off, gênante, qu'on demande à la toute fin, genre est-ce que ça vous embête si on dit en fait finalement quelque part, en fait, que vous êtes un peu, pardonnez-moi, mais féministe quoi. Et tu dis, mais évidemment Michel, mais tu vois, il faut quand même, c'est toujours un truc un peu... Ouais, faut prendre des pincettes pour employer ce mot. C'est ça, et je pense que je suis vraiment pas du tout celle qui est en première ligne, parce que quand tu vois par exemple les youtubeuses qui s'affirment comme féministes, mais c'est même plus des insultes qu'elles prennent, parce qu'elles ont des menaces de mort, tu vois. Invitation à laisser coucher au sperme. C'est ça, et tu dis... Donc en fait, c'est encore un mot qui déclenche un tel raffut et une telle haine. Mais qu'est-ce que c'est votre problème, quoi? Et ben leur problème, c'est un problème d'éducation qui est redéfinissons ce mot une bonne fois pour toutes en disant ça veut pas dire je voudrais tuer tous les hommes, ça veut juste dire j'aimerais que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes privilèges. Donc en fait, être contre ça, c'est quand même vraiment problématique. Et peut-être il faut beaucoup de pédagogie pour dire c'est ok. Et ouais, même Beyoncé elle est féministe en fait. Il n'y a pas les bonnes et les mauvaises en fait. Ça marche pas comme ça. Et c'est voilà. Alors les culottés. Bah merci en fait. C'est un super boulot que tu fais. Enfin c'est tellement important. Donc pour aux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cet album. Oui, chez vous. Alors les culottés racontent des biographies de femmes exceptionnelles qui ont été invisibilisées par l'histoire. Il y a par exemple Margaret Hamilton, la sorcière du magicien d'Oz. Il y a les sœurs Mirabal, égérie et martyr de la contre-révolution dominicaine. Zinga, une reine d'Angola du XVIe siècle. Moi, c'est une démarche qui me rappelle un peu celle de l'artiste Judy Chicago, qui est très très haut dans mon panthéon personnel, et du Dinner Party, qui est en fait une grande table où elle a dressé le couvert pour 69 femmes qui ont changé l'histoire sans la marquer. C'est une démarche très militante. Elle est exposée maintenant au musée féministe de Brooklyn. Est-ce que ta démarche, elle était très militante aussi? Pas en me disant que ça allait l'être, mais encore une fois, les réactions que ça a provoquées m'ont donné l'envie que ça le soit. C'est-à-dire les seuls doutes et réticences que j'ai rencontrés quand j'ai proposé le projet, qui étaient vraiment de l'étonnement et pas du tout de la malveillance, mais c'est de dire, et du coup, que des femmes? Il n'y aura pas du tout d'hommes en fait. D'accord, ah ok. Mais il pourrait y en avoir un peut-être. Et tu dis, mais pourquoi?
pourquoi en fait? Mais parce que ce serait marrant qu'il y ait un homme, tu vois, ce serait drôle. Mais non, ce serait pas drôle parce que d'habitude il y a que des hommes et c'est pas drôle de mettre une femme, donc non. Et je me suis dit bon ben, et tu sais même moi, en me disant ouais mais est-ce que c'est suffisant comme sujet de dire bah c'est juste des portraits de femmes, tu vois, ça serait peut-être bien qu'il y ait quand même un fil conducteur, qu'il y ait autre chose. C'est vachement dur, tu t'auto-censures tellement à te dire est-ce que c'est vraiment intéressant de parler de portraits de juste des femmes comme ça? Et en fait oui parce que c'est toujours les mêmes, sinon c'est toujours Marie Curie et Jeanne d'Arc et bon en fait il y en a d'autres donc il y en a plein. donc je sais pas si c'est militant mais les réactions et les réactions très positives aussi que j'ai eues notamment d'un lectorat très jeune, ça m'a vraiment hyper galvanisée et ça m'a convaincue que j'avais bien fait de le faire. C'est peut-être prétentieux de dire ça, de dire ah les gens me disent que j'ai vraiment bien fait de faire mon livre, mais c'est pas forcément un truc que t'entends à chaque fois, tu vois, donc c'est... Mais quand t'as une réception positive, c'est quand même que t'as mis le doigt quelque part où il fallait, quoi. Ouais, et puis que ce soit pas les mêmes gens, ça m'a vraiment... Et puis aussi, après, c'est toujours cool, mais c'est aussi... je crois que jusqu'ici, c'est mon livre qui marche le mieux. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais, donc c'est vraiment... Ça me fait tellement plaisir, tu vois, c'est... Quand je pense que je me suis dit, est-ce que c'est suffisamment intéressant de raconter juste des portraits de femmes? Bah ouais, en fait, ça intéresse les gens. C'est vraiment te dire, les histoires de gonzesses, en fait, ça intéresse les gens, c'est pas... Mais c'est aussi une histoire, tu l'as employé tout à l'heure très tôt dans l'interview et je te remercie, de l'invisibilisation. C'est vraiment ça. Et raconter des vies, des vraies vies dans le détail, c'est tellement rare en fait qu'on laisse aux femmes un espace pour exprimer leur vécu. Ouais, et puis la réaction que moi j'avais à chaque fois que j'ai découvert ces femmes-là, dans le passé, parce que c'est des histoires que je trimballe depuis longtemps, à chaque fois c'était « Mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu parler alors ?» Et c'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion-là, c'est « Mais oui, comment ça se fait que ces femmes qui ont fait toutes des trucs extraordinaires à différentes échelles, pourquoi j'ai pas vu 1000 biopics sur elles? Pourquoi je les ai découvertes en arrière-plan du biopic de quelqu'un d'autre ? Ou en figurante mentionner 3 lignes dans un documentaire sur Wu Zetian, qui est la seule impératrice de Chine. Comment ça se fait qu'à 30 ans, j'en avais jamais entendu parler? C'est quand même... Il y a une femme impératrice de Chine, pas une femme de l'empereur, quoi. Bah non, on n'en a jamais parlé. Et du coup, quand j'ai commencé à chercher de la doc sur elle, déjà pour faire le tri entre tous les trucs où on disait que c'était une sorcière, une manipulatrice, qu'elle buvait du sang d'enfant, enfin tu vois... C'est chaud, quoi. Et non, en fait, elle était juste impératrice, donc elle avait des ennemis politiques, et elle était hyper ambitieuse, voilà. Donc, comme tous les empereurs, en fait. Hein. T'as dit dans l'Obs, ce sont des destins qui me touchent et qui m'inspirent. Ces femmes ont rencontré l'adversité, elles ont subi une pression familiale et ont été confrontées, pour beaucoup d'entre elles, à l'impossibilité de faire des études. C'est un peu l'inverse de toi, en fait. Ouais. Mais je chéris ma chance d'avoir eu accès à tout ce que je voulais, et matériellement et moralement. On m'a jamais rien interdit. On m'a plutôt suggéré certaines voies. Tu vois, je pense toujours à ça, mais je suis sûre que j'aurais pu être pas si mauvaise que ça en maths si on m'avait pas dès le début dit « Oh, alors ça, ma pauvre, alors les maths, tu vois. » Tu vois, l'éternelle voix des filles littéraires, pourquoi faire ça? Peut-être que c'est moins le cas maintenant, je me rends pas compte, mais quand j'ai commencé à montrer une envie de quelque chose, on m'a plutôt poussé à le faire et on m'a plutôt dit qu'il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Et je me rends bien compte de la chance que j'ai parce que ça fait tout en fait. Tu vois, l'éducation fait vraiment beaucoup, l'accès à l'éducation, mais aussi la certitude que tu peux faire ce que tu veux en fait. Et c'est vrai que c'est un truc que toutes ces femmes dont je parle avaient très intérieurement l'impression qu'elles pouvaient y arriver, mais vraiment malgré tout leur entourage, quoi. C'est qu'on leur a quand même rabâché tout le temps que ça servait à rien parce qu'elles étaient des femmes ou qu'elles étaient trop moches ou trop vieilles ou... Bon. Et il y a aussi quelque chose qui me touche, c'est que tes culottées, elles sont pas toutes européennes. Est-ce que c'est un soin particulier que tu as pris d'aller piocher ces biographies, ces destins dans des cultures différentes, que ce soit pas que des femmes blanches Bien sûr, qu'elles soient pas toutes blanches, qu'elles soient pas toutes jeunes, qu'elles ne soient pas toutes cisgenres. Mais bien sûr, sinon c'est contre-productif. Sinon ça n'a aucun intérêt de raconter ça. Si c'est pour dire, regardez, il y a quand même des femmes extraordinaires en Europe. Enfin, bah non, c'est une autre forme d'invisibilité. Sinon, c'est juste de dire. Je me fais pas du tout, tu vois, une porte-parole quelconque de l'intersectionnalité. C'est pas du tout ça. Je serais pas j'allais l'employer dans 2 secondes. Je suis pas du tout légitime pour ça et c'est pas mon sujet. Mais en revanche, je pouvais pas
prétendre à montrer la richesse de la diversité des femmes en maintenant à celles qui me ressemblent moi. C'est absurde. Et je suis pas allée les piocher en me disant il m'en faut une. J'ai essayé de vraiment pas fonctionner en quota en disant c'est con, du coup j'ai pas d'asiate, tu vois. C'est pas ça, mais en revanche j'ai dû faire la démarche de les chercher et j'ai dû chercher plus. Ça c'est vrai, qu'il y a de la prose quand même vachement plus abondante sur les grandes femmes du XXe siècle blanches américaines que sur les autres, quoi. Donc il faut aller les chercher plus, mais après dans la façon de toi les mettre en scène et les raconter, tu lisses en les rendant toutes aussi admirables et en palliant aux trous de documentation, en disant je vais broder peut-être plus pour certaines parce que j'ai moins de doc, mais au final ça va être complètement homogène et on va juste se dire mais c'est génial, il y en a partout. Et pareil pour l'âge, tu vois, c'était hyper important que ce soit pas toutes des femmes de 30 ans, quoi. Donc je voulais qu'il y ait des mamies vraiment, tu vois, et plutôt des bien gueulardes et bien fortes. J'adore celle du phare, comment elle s'appelle? Georgina Reed. Je crois que c'est ma préférée. C'est ma chef. Mignonne, la petite mamie, là, géniale. Oui. Qui a sauvé un phare. Qui a sauvé le phare de Montauk. Oui. Et sur laquelle, pour le coup, il n'y a aucune doc qui existe, puisque c'est vraiment. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Elle a une salle qui lui est consacrée dans le phare, c'est comme ça que j'ai découvert. Et donc évidemment, j'étais surexcitée, j'ai commencé à palpiter quand j'ai vu ça. Je suis plus sortie de la salle pendant 3 heures. Mais il n'y a rien sur elle. C'est personne, tu vois. Elle est morte d'Alzheimer tout seule. Alors quoi, tu peux expliquer en 2 mots ce qu'elle a fait? Elle habitait sur Long Island, et du coup, la falaise est sujette à l'érosion, et donc la côte de Long Island recule, et tout au bout de la côte, il y a le phare de Montauk, qui est très beau, mais qui était condamné et qu'on allait arrêter, éteindre, et puis laisser emporter par l'océan, parce que l'océan avance tellement que, voilà. Et elle avait trouvé, c'était une femme très maligne qui avait vraiment une intelligence très pratique et très visuelle, et pour sa propre maison, elle avait fait un système de petits paliers, de terrasses avec des roseaux contre la falaise. Elle s'était rendue compte qu'elle arrivait à arrêter l'érosion de la falaise de son jardin, et donc elle s'est dit, mais elle est allée proposer au service de la ville de Montauk de faire la même chose pour le phare. Donc personne ne l'a écoutée. Il se trouve qu'effectivement c'était déjà une dame à la retraite, et qu'en plus elle faisait, je crois, vraiment 1m45. Donc ils ont dit qu'est-ce qui se passe, mamie? Non, t'es gentille, mais laisse tomber. Et elle a dit et si je le fais moi, si ça vous coûte pas 1 centime si je le fais moi? Et donc ils lui ont dit bon courage, tu vas bien t'amuser. Et elle l'a fait avec des bénévoles qui étaient des étudiants, des retraités. Elle y a passé tous ses week-ends pendant 15 ans. Absolument tous ses week-ends. Elle a reterrassé entièrement toute la falaise devant le phare de Montauk, et elle a empêché l'érosion, et donc le phare a pu continuer de fonctionner. Et le président Reagan lui a écrit une lettre pour la remercier, et on lui a donné une petite médaille, et puis voilà. Elle est morte. Et elle est morte d'Alzheimer plus tard, voilà. Et donc c'est ce que je raconte dans la BD parce que ça m'avait tellement touchée. Une des étudiantes bénévoles est devenue aide-soignante, et c'était elle qui s'occupait d'elle quand elle était vieille et vraiment, vraiment très Alzheimer. Et elle l'a accompagnée à l'inauguration de la salle Georgina Reed dans le phare. Et elle disait, elle se souvient plus en quelle année on est, mais elle peut encore expliquer exactement comment techniquement on fait les terrassements, parce que ça elle l'oubliera jamais. Et rien de reparler, j'ai envie de pleurer. Ouais, elle est vraiment, pour moi c'est l'exemple, c'est exactement les genres de femmes qui m'ont donné envie de faire ce livre. On va pas faire un film sur elle, on va pas diluer ça sur 2 heures. Il faudrait rajouter une intrigue romanesque, il faudrait rajouter une histoire d'amour pour que ce soit un film. Est-ce qu'on peut pas juste dire, elle a passé tous ses week-ends pendant 15 ans, même sous la pluie, alors que c'était une vieille dame à faire ça, parce qu'elle était tellement têtue. C'est quand même hyper cool, c'est la meilleure mamie du monde, quoi. Il y a aussi quelque chose de très respectueux dans ta démarche. Par exemple, quand tu écris la biographie de Christine Jorgensen, qui est la première célébrité transgenre, en gros, si on résume sa trajectoire, t'as demandé à des amis transgenres de relire l'histoire parce que t'avais vraiment à cœur de pas faire d'erreur, par exemple de pronom, de pas employer un il alors qu'il fallait employer un elle. C'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de politiquement correct. Pour moi, c'est intersectionnel. C'est un mot, voilà. Moi, je suis pour le politiquement correct. Voilà. En fait, tu vis à New York depuis quelques années, et je voulais savoir si c'était un truc que t'avais compris ou assimilé en vivant aux États-Unis, ou c'est quand même quelque chose qui fait carrément partie de la quotidien. Non, je pense que c'est Internet qui m'a adressé au politiquement correct positif, qui est que c'est pas grave en fait de faire attention à pas blesser les gens. En fait, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, et on peut plus rien dire. Bah ouais, en fait, si ça fait du mal à des gens, on peut plus le dire. Et invoquer systématiquement le point des proches et tout ça, non, en fait, il faut arrêter. On n'a pas besoin d'être méchant pour être drôle. Le fait d'être gentil et de blesser personne, c'est plutôt une forme d'intelligence, en fait. Et ouais, demandons aux gens si on ne leur a pas fait de peine. Et surtout, partons du principe que s'ils disent que c'est blessant, c'est que c'est blessant.
venir discuter de la peine qu'on fait aux gens en disant mais non mais fallait pas le prendre comme ça, c'était une blague. Non en fait si on te dit bah en fait c'est transphobe, ouais désolé c'est raciste, c'est sexiste en fait, bah il faut dire alors d'accord désolé je retire. Et vraiment on gagnerait beaucoup de temps si une bonne fois pour toutes on se disait non c'est vrai on peut pas rire de tout. Je rentre de Washington. Mais oui, je sais, j'ai vu ça. Oh là là, ça devait être tellement bien. Mais c'était complètement fou. Il y avait la marche des femmes, donc. Et t'as défilé toi aussi. J'ai vu sur Twitter, t'étais à New York. C'était comment, raconte? C'était génial. C'était vraiment salvateur parce que la veille, même si je m'étais promis de pas regarder, comme tout le monde, j'ai quand même regardé l'inauguration et c'était vraiment horrible. L'investiture de Donald Trump. Parce que tout d'un coup, c'était pour de vrai, c'était sûr. Il y avait plus. Jusqu'au bout, on s'est dit oui, mais peut-être que la veille, il va y avoir je sais pas, un séisme. Et puis finalement, non, mais là, il était vraiment là, sur le perron, à faire son thumb up comme ça, là, avec tous ses enfants derrière. Et le moment où les Obama sont partis, c'était, on avait envie de crier, j'ai envie de pleurer. Papa, me laisse pas. C'était vraiment genre, partez pas, restez s'il vous plaît. C'était horrible. Et donc, on avait vu ça, c'était vraiment la gifle de se dire, bon ben, ok, cette fois, c'est parti, c'est vraiment parti pour 4 ans. Et du coup, le lendemain, de voir qu'en fait, non, attends, il y a quand même la moitié du pays qui n'a pas du tout voté pour ce mec-là. Et dans ce pays où ils ont tellement peu une tradition d'insurrection, tellement peu, à New York, il n'y a même pas une place pour se retrouver pour faire une manif, tu vois, c'est vraiment, ils sont pas dans la rue. Enfin, ils sont pas comme nous à être dans la rue tout le temps. Eux, ils sont plutôt, ils votent et après ils s'en tiennent à leur vote. Et là, ça devait être encore pire à Washington, mais New York, mais c'était la marée humaine compacte dans toutes les avenues. Mais vraiment, et des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, des très vieux, des bébés avec des pancartes autour du cou. Enfin, et c'était super de se dire ah mais en fait vous allez pas vous laisser faire. Et beaucoup de pancartes qu'on a vues, c'est seulement le début. Et ça m'a vraiment, en fait, de voir le contre-pouvoir de ça. Et évidemment, ils peuvent pas faire grand chose. Ils vont pas, surtout qu'il a le Sénat, le Congrès et la Cour suprême, donc il va en faire des conneries. Il a déjà commencé. Hein. Chaque jour depuis qu'il a été élu, il signe un truc horrible. Mais de se dire bon, mais en tout cas, vous allez pas vous laisser faire. Ça m'a vraiment réchauffé. Et il y avait des moments, je sais pas si c'était pareil, mais il y avait des moments où tout le monde se mettait juste à crier en même temps. Ouais. Et dans les énormes avenues de New York, toute la 5e comme ça qui remontait, et t'avais un cri qui partait du bas de la 5e avenue et qui remontait. C'était fou. J'ai les poils qui se dressent sur les bras là, rien à parler. Alors, du coup, on fait quoi? Parce que c'est tout ça, c'est cette manif, c'était fabuleux, mais... Moi, il y avait un côté un peu qui me faisait penser au 11 janvier, où on était tous là à marcher après Charlie en se disant « Oh, c'est magnifique, la France se lève contre l'obscurantisme », et puis 2 jours après, genre « Ouais, t'es Charlie, t'es pas Charlie ». Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis là, ça commence aussi déjà à apparaître, parmi les femmes qui ont marché. Du coup, on fait quoi, en fait? J'aimerais bien le savoir. Moi, j'aimerais bien qu'on ait surtout un leader vers qui se tourner. Et tu vois, je regardais Michael Moore sur Twitter, a vraiment pris le ton du mec qui lui donne des étapes, qui dit ok les enfants, J-2 machin, et en fait tout le monde était vas-y Michael, tu sais, parle et j'obéirai quoi. C'est que en fait on a vraiment tellement envie que quelqu'un nous sorte de là, que je trouve qu'en ce moment on est un peu, tu vois, la truffe humide au vent, à dire n'importe qui prendra le lead, on le suivra pour... En fait je pense que n'importe qui a un message de non-haine en ce moment, on a envie de se dire ok banco on y va quoi. Je pense que c'est ce qui explique aussi le succès de certains candidats à la primaire socialiste, tu vois, c'est que les gens disent, je sais pas mais en tout cas il dit pas que on va tous les foutre dehors et tout ça, très bien, on va voter pour lui. Mais ce que tu fais, je trouve, c'est aussi déjà très fort. Enfin, c'est aussi un acte qui pose sa pierre dans cette réflexion-là, de parler de femmes, de parler de féminisme, alors que t'es pas politique. Bah, en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide à m'apaiser, tu vois, à pas être trop une boule de rage tout le temps. Déjà, j'essaie de le faire pour moi. Je crois que c'est le moment idéal pour te poser la question que je pose à toutes les femmes qui passent ici. Quel est ton rapport avec ton utérus? Ça va bien. Je sais à peu près le situer. Quand je vois un plan en coupe, je comprends où il est. Je sais pas, on lui prête visiblement beaucoup de pouvoir magique sur le caractère, sur l'humeur, sur les choses que les filles peuvent ou pas faire. Ça a l'air d'être quand même naître avec. Il y a même des endroits dans le monde où naître avec c'est une malédiction, mais j'ai l'impression qu'on lui prête quand même beaucoup de pouvoir. Et moi, je pense que j'ai un rapport assez apaisé avec lui. Ça va.
c'est cool. C'est comme cool d'être une femme. Donc, Et d'être une mère, ben ouais. ça change. Est-ce que tu as l'impression que dès l'instant où on accède à cette maternité qui est sacralisée par certains, ça change qui t'es, ça change ce que tu deviens? Je sais pas trop. Je sais pas. Je saurais pas trop dire. Sûrement. Ouais. Ok. Ça évoque quoi pour toi la poudre? J'imagine que c'est pour faire parler la poudre plutôt que pour la poudre aux yeux. Je sais pas exactement quelle est la baseline de ton podcast. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste la poudre. Moi, ce que j'aime, c'est justement que tout le monde en a une vision complètement différente et ça m'intéresse de les compiler. Bah, c'est marrant parce que d'un côté, on pense à la poudre, tu vois, le boudoir poudré, je mets de la poudre. En même temps, la poudre à canon. Donc c'est assez malin comme association, en fait. Bien joué. Ah, merci. Ouais, mais c'est vrai que ça évoque deux choses assez opposées. Donc ça évoque la coquetterie et la violence, donc c'est pas mal. Ouais, merci. Bien joué. Merci beaucoup, Pénélope. Moi, je t'en prie. Merci à Pénélope Bagieux d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.